Vol Paris pour Lima, capitale du Pérou, via Francfort avec escale à Bogota en Colombie. Le tout 16 heures de vol, avec moins 7 heures de décalage horaire. Le Pérou, d'une superficie de 1 287 000 m², soit environ 2 fois la France, avec 24 millions d'habitants en l'année 1998, dont 70% en ville et 30% à la campagne. Lima, la capitale, compte 7 millions d'habitants et 11 millions avec sa banlieue. Le Pérou est limité au nord par l'Équateur et la Colombie, à l'est par le Brésil et la Bolivie, et au sud par le Chili. Le Pérou est bordé par l'océan Pacifique. L'espagnol est la langue officielle. On y parle également le quechua, langue indienne. Voici notre périple au Pérou. Arrivé de nuit à Lima et très tôt le lendemain matin, vol pour la ville d'Arequipa, à 2320 mètres d'altitude. Visite de la ville et randonnée dans le canyon de Colca, afin de commencer notre acclimatation à l'altitude. Vol pour Puno, puis minibus jusqu'à Chiquito. Découverte du lac Titicaca et de ses îles. Chiquito-Cusco, en bus par la route de l'Altiplano. Balade à pied vers les sites incas proches de Cusco. Randonnée dans la vallée sacrée. Trekking dans la cordillère de Villacamba, où nous trouvons des mules pour le transport de notre matériel. Passage d'un col à l'altitude du Mont Blanc, 4800 mètres, et descente en Amazonie subtropicale. Train pour le Machu Picchu, visite de celui-ci, retour sur Cusco en train, vol pour Lima et retour sur Paris. Posé à 2530 mètres d'altitude, isolé entre désert et montagne, à plus de 1000 km de Lima, sous un climat tempéré et sec, Arequipa est la deuxième agglomération urbaine du Pérou. Ces maisons de pierre volcanique, appelées silars, d'un blanc éclatant, sous des cieux ensoleillés presque toute l'année, lui ont valu le surnom de ville blanche. La Plaza del Arma, place des armes, où se donnent les fêtes et manifestations, est festonnée sur 3 côtés d'une double rangée d'arcades. Le 4e côté, de style néoclassique français, est en fait le mur latéral d'une importante cathédrale, reconstruite par 2 fois au XVIIIe siècle, à la suite d'un incendie et d'un tremblement de terre. Au nord de la Plaza del Arma, l'entrée du couvent Santa Catalina. Le couvent de Santa Catalina, une citadelle au milieu de la ville, fondée en 1580, occupe une superficie de plus de 20 000 m² et abritait au moins 500 religieuses. En y pénétrant, on se trouve en plein XVIe siècle. C'est un dédale de patios, de cloîtres, de maisons particulières et de maisons monastiques, séparées par de véritables rues. La plus grande partie est accessible aux visiteurs, mais il reste une vingtaine de religieuses. Rouelle à l'espagnol, peinte de tons ocre, brun, rouge, cette forteresse religieuse est absolument unique en son genre. À la sortie du couvent, un orchestre péruvien donne une aubade, avant de quitter Arequipa pour notre groupe. Sur la route du canyon de Colca, rencontre d'un berger et de son troupeau. À 4000 mètres d'altitude, dans la Pampa, nous croisons des vigognes, ou lamas des Andes, de la taille d'un chevreuil, au pelage laineux. Une fois par an, les Péruviens capturent les vigognes, les tondent et les relâchent dans la nature. La vigogne est une espèce protégée.
Nous poursuivons notre route en minibus et mâchons des feuilles de coca fournies par notre guide péruvien, à seule fin de dilater nos poumons qui doivent s'habituer au manque d'oxygène dû à l'altitude. Ici, dans ce marécage, des ibis du Pérou. À 5000 mètres d'altitude, nous passons au pied de grands volcans. Au fond, le Misti, 5882 mètres, et le Chakani, 6075 mètres d'altitude. Parmi ces amoncellements de pierres, des plantes de haute altitude. Les Péruviens s'en servent comme combustible. Votre serviteur Thierry, à 5000 mètres d'altitude. Devant nous, le massif du Salcantay, dominant à 6275 mètres. En bas, à 3000 mètres d'altitude, le village de Chevry. Arrêt dans un village péruvien. Dans le canyon de Cruz del Condor, observation de vol de condor. L'oiseau emblématique des Andes est bien sûr le condor, le plus grand rapace du monde, puisque son envergure peut atteindre 3 mètres. En utilisant les courants ascendants, il peut s'élever jusqu'à 5000 mètres. La flore montagnarde. Le canyon de Colca est une série de gorges qui atteignent par endroits plus de 3000 mètres, soit 2 fois plus que le Grand Canyon du Colorado. Ici, des montagnes culminant à plus de 5000 mètres. En route pour la vallée de l'Inca. Les Incas, un empire de légende de 1200 à 1438 ans de notre ère. Traversée du village de Cavaconde. À la sortie du village, une charmante péruvienne. Les chemins de l'Inca. À l'apogée de l'Empire, le réseau des routes et chemins atteignit 24 000 km. Conçus pour les piétons et les lamas de trait, les chemins étaient larges, de 5 à 10 mètres, et empruntaient les hauteurs des vallées andines. Le long des parois de la montagne, des tombes incas. Le corps y était déposé dans la position du fœtus. Vol intérieur pour Puno, au bord du lac Titicaca. À 35 km de Puno, le site de Silustani est réputé pour le grand nombre de ses chulpas. Les chulpas sont d'étranges tours funéraires que l'on rencontre en différents endroits des Indes. Elles se composent de grands blocs de pierre polis et travaillés selon la technique du bossage. Le bossage est une saillie en pierre laissée avec attention sur le nu du mur pour recevoir des sculptures ou pour servir d'ornement. Ces tours coniques datent vraisemblablement du milieu du XIIIe siècle. Vue sur le lac d'Umayo. L'ortiléa est une plante pour soigner les rhumatismes. Rue d'un village péruvien. Nous reprenons le bus pour Chucuito. Chucuito se recroqueville autour de son église. Ici, le temple de Incahuyo, dédié à la fécondité. Les habitants de la province continuent de s'y rendre
dans l'espoir de voir exaucer leur souhait d'avoir un enfant ou pour que la terre soit fertile. L'église de Chuquito, construite par les Espagnols. Le lac Titicaca, perché à 3180 mètres d'altitude. Découverte du lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde, d'une superficie de 4500 km², soit 15 fois le lac Léman. Navigation sur le lac Titicaca. Notre homme d'équipage mâche des feuilles de coca, peut-être pour lui faire oublier quelques mots. Embarcation de pêcheurs. Arrivée sur la presqu'île de Capachica et randonnée à travers celle-ci. Quelques méchantes étoffes jetées à même le sol font office d'étal dans tous les marchés. Ceux-ci s'articulent autour d'une gamme de couleurs particulièrement étendue. Ainsi, c'est laine de fabrication artisanale. Des acheteuses, vente de fruits et légumes, église et mairie se jouxtent. Sur les marches de l'église, ces femmes papotent en filant la laine. Une lavandière, nous retrouvons notre embarcation. Une barque de pêcheurs. Si l'on fait des analyses de l'eau, on remarquera que l'eau a une petite teneur en sel. Arrivés sur l'île d'Amatini, accueillis par les habitants qui nous accompagnent jusque chez nos hôtes, où nous passerons la nuit. Par groupe de 3, nous sommes disséminés dans le pays. Les chambres sont très sommaires, ainsi que les lits en paille de roseau. Montez au temple de Pachachatá, à 4100 mètres d'altitude, pour assister au coucher du soleil. Rencontre avec des habitants de l'île revenant d'une journée de travail. La montée au temple de Pachachatá est coupée de murs pour protéger les récoltes de maïs à venir. Actuellement, nous sommes à la fin de l'hiver au Pérou. La montée se fait lente à cause de l'altitude. De la porte du temple, à 4100 mètres d'altitude, une vue imprenable. Le coucher de soleil. Le lendemain, arrivé à l'île de Taquilé. Derrière ce muret, fabrication artisanale de matériaux servant à la construction de leur maison. Ces briques d'adobe sont un mélange d'argile et de paille. Entrée de la Plaza del Arma de l'île de Taquilé. Remarquez les bustes des personnages de pierre. Entrée de la coopérative de l'île. L'activité principale de l'île est le tissage. Rassemblement pour la vente du grain. Les couleurs et les motifs des vêtements
sont révélateurs du statut social de celui qui le porte. Ainsi, un homme marié portera un bonnet de laine avec des pompons blancs, tandis qu'un célibataire se reconnaîtra à ses pompons rouges. Une chapelle chrétienne, on voit également des hommes se promener en tricotant des bonnets au point jacquard, avec des laines très fines. Ici, un homme marié. Élève d'une école préparant une décoration avec des fleurs naturelles. Ces célibataires nous proposent des bonnets. Travailleurs cassant des cailloux. Sortis du village. Plus bas, déchargement d'un bateau. Nous retrouvons l'équipage de notre bateau. Sur la rive du lac Titicaca. Nous abordons les îles les plus célèbres du lac Titicaca, les îles flottantes des Ouros. Sur ces îles, tout est bâti en roseau, les maisons, les écoles et jusqu'au sol lui-même, les îles flottantes des Ouros. Une quarantaine d'îles artificielles, entièrement faites de roseaux. Elles sont amarrées à des piquets qui leur évitent la dérive. Ces roseaux ont aussi une fonction alimentaire, car leur racine est comestible. Les Ouros, peuple aujourd'hui disparu et d'origine inconnue, ont laissé leurs îles de roseaux aux Indiens Amaras de Puno, qui les exploitent pour le tourisme. Ici, une barque en roseau. Elle demande 3 à 6 jours de travail et a une durée de vie d'environ 9 mois. En dehors de la confection de toutes sortes d'objets en roseau, les habitants vivent de la pêche, de la chasse aux oiseaux et de la récolte des plantes lacustres. Ils vendent également des tissus d'alpaga. Route pour Cusco, par la piste de l'Altiplano, où nous mettrons 10 heures pour parcourir 400 km. Arrêt dans le village d'Ayaviri, fief du Sentier Lumineux, mouvement terroriste des années 70. Ici, son église. Tout déplacement se fait en cyclopousse. Marchand ambulant. C'est la fête au village. Les manèges sont d'une autre époque. Vie dans le village. Différents commerces. Étal de fruits et légumes. Le cyclopousse attend son client devant la porte du cabinet dentaire. Nous voici à La Raya, où se situe le col le plus haut de l'Altiplano, à 4100 mètres d'altitude. Gare de La Raya. Une petite locomotive pour les services techniques de la voie. Une chapelle à 4100 mètres d'altitude.
À 3 km au nord de Cusco, capitale de l'Empire Inca, se dressent les imposants vestiges de la forteresse de Sacsayhuaman, témoin du génie constructeur des Incas. Sur le chemin du retour, rencontre de lamas conduits par des Péruviennes. Descente sur Cusco. Péruviennes et leurs lamas. Après avoir rasé Cusco, les conquérants espagnols construisirent leur maison en prenant pour assises les murs incas. D'énormes murs aux pierres parfaitement ajustées, sans aucun mortier, témoignent du génie artistique et technique d'un peuple qui régna sur l'Amérique du Sud. On distingue au bas une pierre à 12 angles. Ces murs débouchent sur la Plaza de l'Arma. Chaque ville a une Plaza de l'Arma. Autour de la Plaza de l'Arma, la cathédrale de Cusco. On remarque l'architecture baroque espagnole. Sa construction a demandé près d'un siècle, 1560 à 1654. À côté de la cathédrale, l'église El Triunfo, le Triomphe, la première église chrétienne à être bâtie sur ce site, en l'honneur des Espagnols lors d'une révolte en l'année 1536. La Plaza de l'Arma est bordée d'arcades où se tiennent tout commerce. Départ en passant plusieurs cols à 4000 et 4200 mètres afin de rejoindre le site inca d'Ushuyas-Cusco, le petit Cusco, en quechua. Une vue panoramique s'ouvre à nous. Le Chacachacu, fleur de haute altitude. Nous sommes en pleine cordillère des Andes. À 3800 mètres d'altitude, culture de pommes de terre pour la déshydratation. Au Pérou, on cultive plus de 150 variétés de pommes de terre. À chaque étage d'altitude est cultivée une variété différente. Des lamas. Au fond, le lac d'Or. Afin de reconnaître leur troupeau de lamas, les éleveurs leur mettent une marque distinctive à l'oreille. Des fleurs de haute altitude. Cinq maisons perdues en pleine montagne, à 3900 mètres d'altitude. Notre groupe se rassemble afin de rentrer dans la vallée sacrée. La vallée sacrée. La ruine de la citadelle de Cusco. Les ruines de la citadelle de Cusco où nous trouvons notre bivouac. Nos tentes. Sur la Plaza de l'Arma de Pisac, un superbe arbre appelé Pisset de plus de 3 siècles. En bas, le site archéologique de Pisac, le plus fascinant après le Machu Picchu. Ces ruines récemment restaurées sont un chef-d'œuvre. Les pierres sont ajustées avec une précision extraordinaire. Autrefois, recouvertes de feuilles d'or, pillées par les conquérants espagnols. Pisac, comme beaucoup de villes fortifiées par les Incas, se compose de plusieurs séries de terrasses agricoles, d'un admirable équilibre. Au fond,
vue sur le mont Véronica, à 5800 mètres d'altitude. Ici, à 3800 mètres d'altitude, un centre expérimental agricole de l'époque Inca. Traversée d'un village, à pied, nous nous rendons aux salines de Maras, carrière de sel déjà exploitée par les Incas. Les paysans de la région possèdent quelques terrasses, cela vient en complément de leur culture. L'eau salée sort de la montagne et un système ingénieux permet de la véhiculer sur tout le versant de la montagne. L'eau rentre dans les bacs et l'on obstrue l'entrée avec de la terre. Le soleil se charge de l'évaporation de l'eau. Au bout d'une semaine, lorsque l'eau est évaporée, l'homme racle la cuvette et rassemble le sel. Le sel gemme est entassé. Mis en sac, le sel est transporté à dos d'homme et chargé dans des camions. Dans quelques années, ces salines n'existeront plus. L'État péruvien projette d'installer une usine. En bas des salines, nous retrouvons enfin un peu de verdure. Au sommet d'un escarpement, la forteresse Inca d'Ollantaytambo surveille l'entrée de la vallée sacrée. Au pied de la forteresse, une péruvienne avec sa petite fille. Toujours dans la vallée sacrée, à 3750 mètres d'altitude, l'église de Chinchero, toute blanche, construite par les Espagnols sur des murs Incas. L'alpaga, voisin du lama, possède une longue fourrure épaisse et très chaude, surtout si c'est un baby, c'est-à-dire un très jeune animal. Départ de notre raid de 6 jours dans la cordillère de Vilcabamba, avec mules et muletiers. Pour 15 marcheurs, nous avons 24 mules. Une des mules transportant une partie du matériel et du ravitaillement qui assurera notre subsistance journalière. Ces montagnes culminent à plus de 6000 mètres d'altitude. Sur notre sentier, 2 enfants. Plus loin, une vallée. Le Salcantí domine à 6271 mètres, point culminant de la cordillère Vilcabamba. La neige se fait proche. Le Liliacea, fleur péruvienne de haute altitude. Halte au col du Salcantí, à 4800 mètres d'altitude. Dans la descente, nos muletiers nous rejoignent. Dans notre groupe, une randonneuse souffre d'une tendinite au genou. Fort heureusement, la mule ambulance est là. De l'autre côté du col, sur le versant est, nous nous enfonçons dans la forêt subtropicale. À 3800 mètres d'altitude, une maison isolée. Ce n'est pas de la brume que l'on voit dans ces montagnes, mais de la fumée produite par les brûlis de la forêt amazonienne.
Cela est dangereux, car cette forêt amazonienne est le poumon du monde. Descendre dans cette forêt subtropicale. Quelques maisons isolées. Notre lieu de bivouac. À notre venue, les enfants accourent. Notre guide leur donne des stylos. Ici, les enfants ont 2 heures de marche pour se rendre à l'école. Nous voilà repartis en traversant ce pont. À 3800 mètres d'altitude, l'eau sort de la montagne à 38 degrés, ce qui nous permet donc de nous laver. Des fleurs d'orchidées. Un Péruvien se rendant au travail. La forêt subtropicale. Des fleurs de bégonia. Une fleur d'orchidée. Fleur de lantana. Après 8 heures de marche, on trouve enfin un village. Ses habitations. Traversée d'un torrent. En janvier 1998, une coulée de boue a dévasté toute la vallée. La ligne de chemin de fer Santa Teresa Machu Picchu est coupée. Le transport des marchandises se fait à dos d'homme. Une gare de fortune est installée. Le marché est installé de chaque côté de la voie ferrée. Et l'on s'assoit même sur les rails. Le train arrive. Et maintenant, on monte et on descend des wagons. À 2430 mètres d'altitude, dans un site montagneux d'une extraordinaire beauté, au milieu d'une forêt tropicale, le Machu Picchu a probablement été la création urbaine la plus spectaculaire de l'Empire Inca. Murailles, terrasses et rampes gigantesques sculptent les escarpements rocheux, dont elles paraissent le prolongement. Dévoilé au monde par l'archéologue américain Hiram Bingham en l'année 1909. Toutes les constructions du Machu Picchu sont de style classique inca, qui leur confère une bonne résistance au séisme. Les terrasses de culture sont formées d'un empilement de couches de matériaux divers. Grandes pierres, pierres plus petites, fragments de roches, argile et terres de culture. La région subit de fortes pluviosités. Et ici s'achève la fin de notre voyage au Pérou.